Après notre escapade au château de Route-Saint-Pierre, où nous avons rencontré autant de fantômes et de carrosses mystérieux que de billets de 3,50 €, le dossier est classé au fond d'un tiroir où il va attendre que des centaines d'autres comptes rendus d'enquête viennent le rejoindre. Mais l'affaire n'est pas terminée pour autant, et le comte Baudouin-Cornet Delcius de Pessan tient sa promesse et nous invite à visiter son château. C'est un monsieur déjà âgé qui vient nous ouvrir, et pour la première fois dans cette histoire, nous franchissons le pont-levis, nous parcourons la cour intérieure et pénétrons dans l'habitation. Il faut bien le dire, le château est déjà magnifique de l'extérieur, mais c'est un émerveillement de l'intérieur. Que de faste, que de richesse architecturale, que de décoration. Nous allons écouter les commentaires du noble, mais nous allons aussi enregistrer mentalement les motifs rencontrés et les étudier par la suite, au même titre que de nombreux documents sous copyright. C'est que le château recèle en son sein nombre de curiosités qui permettent de se poser énormément de questions, et notamment qui, quoi, quand, où, qu'est-ce, couiche, casperche, concombre. Mais nous allons surtout aussi y trouver des réponses à partir des allégories, des tableaux mythologiques, des reliefs en stuc étrangement composés de crins de chevaux, alors que le château, pourtant moyenâgeux, ne comporte pas d'écurie. Nul doute toutefois qu'il en comportait à l'origine, mais il a subi à plusieurs reprises de graves dégradations, et notamment lors de 2 grands incendies. Nous allons vous passer tous les détails concernant l'intérieur de ce château. Vous pourrez les trouver en long et en large dans notre site internet, mais nous allons venir directement à ce qui nous intéresse. Il est clair en effet que le château a bel et bien eu un rapport étroit avec l'occultisme, notamment avec les Templiers, un sujet sur lequel nous reviendrons à coup sûr dans nos vidéos, mais aussi avec l'alchimie, ce grand art qui est à l'origine de notre chimie actuelle, qui postulait la transmutation des métaux vils en or par la pierre philosophale, sans compter l'élixir de longue vie ou de jouvence. Parfois, l'alchimie s'apparentait un peu à la sorcellerie. Par conséquent, surtout à une époque où la religion était toute puissante et où il ne faisait pas bon de pactiser avec le diable ou d'en être seulement soupçonné, à une époque pré-inquisitoire ou inquisitoire tout court, dans un lieu où l'on travaillait par des moyens plus ou moins occultes à s'octroyer de considérables avantages, il était tout indiqué de tenir la population locale à distance. On ne donne pas des perles aux cochons. Dès lors, quoi de plus opportun et habile que de faire croire aux agissements de fantômes pour empêcher les manants de venir mettre leur long nez dans les affaires des autres. Voilà sans doute une bien belle histoire à laquelle on pourrait encore ajouter la présence du Chevalier Rouge, dont on a pu suivre aussi les aventures en bande dessinée, mais ça nous éloigne fameusement des fantômes, alors rassurez-vous, nous allons y revenir, et de la manière la plus inattendue qui soit. Mais avant cela, je vous propose de tirer quelques conclusions sur nos erreurs de débutants à l'usage des enquêteurs en herbe. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe actuellement une nouvelle mode, apparemment en plein développement, qui s'appelle l'urbex, pour exploration urbaine, et qui consiste à visiter des lieux abandonnés, pas forcément hantés d'ailleurs. Quel que soit le but de la visite, mais surtout s'il s'agit d'un château, assurez-vous de disposer des autorisations requises pour vous y présenter. Cela vous évitera bien les déboires, et notamment de prendre du plomb dans les fesses. Les dangers ne manquent pas, dangers de chute, d'effondrement, de contamination, de mauvaises rencontres, et la dernière chose à laquelle nous pensons est bien celle de fantômes. Prenez donc bien soin d'avertir un parent, un ami, une connaissance, de manière à ce qu'en cas d'accident ou de disparition, on puisse savoir où vous cherchez. Respectez bien sûr les lieux, abstenez-vous des tacs et des graffitis, mais aussi des vols et des dégradations en tout genre. Renseignez-vous au maximum sur le lieu que vous visitez, vous venez de voir que l'on n'en sait jamais assez. Quant aux fantômes, si la tradition les fait apparaître à l'heure de minuit, en réalité, les innombrables témoignages démontrent à souhait qu'ils s'en moquent bien. On observe, paraît-il, les fantômes à toute heure du jour ou de la nuit, même les samedis, dimanches et jours fériés, et pas seulement dans les vieilles bâtisses ou les vieux châteaux.
C'est ainsi que l'on en aurait observé, même dans les appartements flambant neufs, dans des buildings, des véhicules et notamment des bus, un peu partout en fait. Dites-vous bien, une fois pour toutes, que la version du fantôme, portant un suaire blanc avec 2 trous à la place des yeux, tirant des boulets, passant au travers des murs et poussant de longs hurlements, est complètement désuète et surtout une fantaisie du cinéma. Soyons logiques. Que le fantôme soit supposé être l'âme d'un défunt, c'est-à-dire débarrassé de son enveloppe corporelle, ou bien même un squelette, pourquoi aurait-il besoin de trous à la place des yeux, puisqu'il ne dispose plus de ses yeux? Il ne risquerait d'ailleurs pas non plus de se casser la figure contre un mur, puisqu'il serait supposé pouvoir passer au travers. Comment pousserait-il de longs hurlements plaintifs, puisqu'il serait désormais dépourvu de bouche, de larynx, de pharynx, de poumons, de tout ce qui peut servir à émettre des sons? Allez, imaginez que vous sortiez de votre cercueil avec un suaire sur la tête. Est-ce que votre premier réflexe ne serait pas justement de l'enlever? Non, il y a bien d'autres choses autrement plus sérieuses et intéressantes à dire à propos des fantômes, et nous y viendrons dans nos vidéos. Rappelez-vous qu'il était question ici d'erreurs de débutants. Encore un point, sauf peut-être si vous êtes de sacrés enquêteurs professionnels, expérimentés, etc. Et encore, ne vous embarrassez pas trop de matériel sophistiqué. Je vois souvent de soi-disant Ghostbusters équipés de ghost radar, de détecteurs de variation de champ électromagnétique ou de radioactivité, etc. Autant de trucs qui ont leur prix, mais guère d'utilité réelle. En effet, il n'existe aucun rapport scientifiquement établi entre une variation de champ électromagnétique, qui peut d'ailleurs s'obtenir avec une multitude de choses ordinaires, et un fantôme. Tout ce que vous risquez, c'est de vous faire ridiculiser par le premier scientifique venu, sans compter les journalistes qui sont parfois friands de ce genre d'ineptie pour mieux se moquer. Bon, allez, ça suffit avec ça. Revenons à notre histoire dont vous attendez impatiemment la fin. Alors, figurez-vous qu'il nous a fallu attendre des années avant de découvrir ce que je vais à présent vous révéler. Rappelez-vous que dans cette histoire de château de Horst, soi-disant hanté mais où l'on ne trouvait aucun fantôme, le propriétaire, le comte Baudouin Cornet Delcius de Pessan, que j'ai pris soin d'énoncer plusieurs fois selon son nom complet dans ces vidéos, nous avait donné l'autorisation de procéder à notre enquête de l'extérieur avant de nous faire visiter son château. Et vous vous rappelez aussi qu'il avait oublié de prévenir ses gardes de notre visite. Il semble toutefois que le comte en question ait oublié quelque chose d'autre. Je ne l'ai moi-même découvert que récemment. Il se fait que notre enquête a eu lieu en 1980. Mais il se fait aussi que le comte Baudouin Cornet Delcius de Pessan est décédé en 1972. Il y aurait donc comme un lézard. Et c'est peut-être ce même lézard qui explique que les gardes n'aient pas été avertis. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!